Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction, sommaire de l'actualité. Après 4 mois à l'arrêt, les centres de développement communautaire se préparent pour la réouverture et ainsi la reprise des activités. Et l'Afrique devrait se remettre partiellement l'année prochaine du marasme économique provoqué par la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a déclaré la Banque africaine de développement. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez Foufou et nous entamons cette édition par ce message de félicitations du président de la République à son homologue français. Ismaël Omar Guelleh à l'approche de la fête nationale française, a adressé un télégramme de félicitations à son homologue Emmanuel Macron. J'ai l'honneur, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, de vous présenter en mon nom propre et au nom du peuple djiboutien, à vous et au peuple ami de France, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, de paix et de prospérité, a écrit le président Guelleh. En cette auguste date commémorative, il m'est aussi agréable de vous réitérer notre attachement à cette relation unique, singulière et stratégique que nous entretenons avec votre pays et vous confirmer que nous partageons également les mêmes ambitions pour élever ces relations à un niveau supérieur dans tous les domaines, a ensuite noté le chef de l'État. Soyez également assurés, chers amis, qu'avec une volonté commune, nous ne ménagerons aucun effort, main dans la main, pour que nos relations ancrées dans l'histoire avec une projection dans l'avenir soient toujours marquées du sceau du partenariat, de l'amitié séculaire, d'une langue en partage et d'une confiance mutuelle chaque fois renouvelée et entretenue. A-t-il poursuivi, réitérant ses meilleurs vœux au président Emmanuel Macron et à l'ensemble du peuple français. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, s'est rendu à Rwanda ce week-end pour un déplacement particulier au cours duquel il a eu des rencontres avec les forces vives de Rwanda, venues des différentes sous-préfectures de Rwanda. Cette rencontre, principalement avec une assemblée de jeunes, s'est déroulée dans une ambiance de franchise. Ce dialogue participatif avec la population, notamment avec sa jeunesse, figure au chapitre de consultation permanente du président de l'Assemblée nationale dans toutes les localités. Ainsi, ce week-end, le président s'est retrouvé avec les siens, a été l'occasion pour ce dernier de recueillir les doléances de la jeunesse. Cette séance de dialogue s'est déroulée sous le grand figuier de Rwanda, lieu hautement symbolique. De nombreux points ont été abordés, parmi lesquels l'emploi des jeunes diplômés, la question de l'eau qui, en cette période, se pointe avec acuité, et les projets de développement au profit de la région, ainsi que les moyens de mettre sur pied des initiatives entrepreneuriales pour les jeunes. Je vous le disais en titre, après 4 mois à l'arrêt, les centres de développement communautaire se préparent pour la réouverture et ainsi la reprise des activités. Ainsi, ce matin, la direction des CDC, en collaboration avec les élus des quartiers respectifs, a mené une opération de nettoyage et de peinture dans les différents centres de la capitale. Plusieurs personnes se sont donc mobilisées aujourd'hui autour d'un objectif commun, ramasser les déchets qui jonchent les salles, les portes, les terrains pour rendre leur environnement plus agréable pour faire des activités. La directrice des CDC a salué le bon travail effectué par son équipe et les volontaires des quartiers tout en les incitant à œuvrer pour le bien-être de leur CDC. Eh bien, les chefs de service des CDC ont profité de l'occasion pour rappeler que ces types d'activités entrent dans la droite ligne de la politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Sociale cette fois, l'association Gelger de la ville de Dikil a octroyé dans l'après-midi d'hier des fuites de réservoirs d'eau de 200 litres à quelques 40 familles démunies de la ville de l'Unité. En préparant cette cérémonie de distribution, le président du conseil régional, Abdulrahman Younis Aré, le préfet adjoint, Fouad Aboubakar, les membres de l'association, sa présidente, Lula Ousmane, ainsi que les bénéficiaires.
Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Al-Aitali, a procédé le 9 juillet dernier à la cérémonie d'ouverture des plis du deuxième lot relatif à la construction d'un deuxième ferry-boat financé dans le cadre du projet de renforcement du transport maritime dans le golfe de Tadjoura. L'autre appel d'offres du premier lot relatif au renforcement de la capacité des installations d'accostage qui aurait lieu au mois de juin a été reporté au mois d'octobre à cause de la pandémie du Covid-19. La société du chantier naval a remporté l'appel d'offres et va réaliser le ferry dans un délai de 18 mois. Ce projet de construction de ferry et de renforcement de la capacité des installations d'accostage se base sur l'échange de notes signées le 30 septembre 2019 entre le ministre djiboutien des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Le nouveau ferry va renforcer la liaison maritime entre Djibouti et les villes du nord du pays en augmentant la fréquence des dessertes et même durant la période du vent fort venu de l'ouest. Le Khamsin était également présent à cette cérémonie de signature, le représentant de la JICA, le premier conseiller de l'ambassade et les représentants de la joint aventure de consultants. Construite en 1984 par le gouvernement libyen, la maternité Dar al-Hanan a connu une importante évolution ces 3 dernières décennies. Les activités majeures de la maternité constituent dans la prise en charge des femmes lors de l'accouchement par césarienne ou par voie normale, ainsi que les consultations prénatales et postnatales et la prise en charge des bébés en difficulté ou prématurés. La maternité est la seule institution de référence nationale où toutes les femmes enceintes de la capitale et des régions de l'intérieur viennent accoucher. Voici un reportage de la rédaction sur la disponibilité des ressources humaines ainsi que les équipements et les consommables. Construit en 1984 par le gouvernement libyen, la maternité Dar al-Hanan a connu une importante évolution ces 3 dernières décennies, aussi bien sur les plans des équipements qu'au niveau des ressources humaines. Cette tendance a été accélérée ces dernières années sous l'impulsion du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Dar al-Hanan, c'est 12 000 patientes par an pour 6 000 accouchements normaux et près de 3 000 par césarienne. La structure est dotée d'une unité d'accueil, d'information et d'orientation. Pour des cas d'urgence, la maternité dispose d'un service dans ce sens, un service des urgences dont les moyens ont été renforcés, ce qui a impacté positivement la qualité de la prise en charge des urgences obstétricales. Le tout passe par une évaluation des soins obstétriques d'urgence et les perceptions ainsi que les attentes des femmes qui s'y rendent comme cette patiente. Ilham Farah, sage-femme, revient sur les soins non programmés fournis par son service. C'est une femme qui est admise ici à l'urgence, qui est venue pour des ODEM, qui s'est inquiétée pour l'état de son bébé et de son état. Elle est césarisée 3 fois, c'est-à-dire très cicatricielle. Elle peut passer à tout moment au bloc, c'est pour ça qu'elle est venue à l'urgence. On l'a accueillie, on a regardé son état, elle a une tension normale. Voilà, le médecin, il fait son écho, on va voir la décision du médecin. Une maternité, c'est d'abord et surtout l'accouchement. Équipé des appareils modernes et un personnel aux compétences pluridisciplinaires, composé notamment des sages-femmes, des aides-soignantes, des gynécologues obstétriciens, le service d'accouchement reste le poumon de la maternité de Dar al-Hanan et constitue, dans ce sens, avec le reste du plateau technique, une référence dans les pays. L'accouchement par césarienne ou les interventions chirurgicales pour d'autres pathologies nécessitent des équipements de pointe. Le ministère de la Santé a répondu à cette exigence en remplaçant les outils obsolètes. Innover afin d'offrir le meilleur soin et service qui soit aux patients, c'est aujourd'hui la règle de fonctionnement du bloc opératoire. Les interventions chirurgicales concernent plusieurs pathologies, dont les prolapsus, la myomectomie ou encore la biopsie ou le kyste ovarien. Parmi les services les plus importants de Dar al-Hanan, le service des néonatologies, qui accueille les enfants nés prématurés, les bébés trop petits et les bébés nés à terme, mais qui sont malades à la naissance ou dans les jours qui la suivent. Les nouveau-nés prématurément nécessitent une surveillance particulière. Ainsi, pour aider les bébés à maintenir sa température, il est installé dans une couveuse appelée incubateur ou sur une table chauffante.
Tout le travail se déroule dans cette salle. Il s'agit pour le docteur Yassine Mohamed et son équipe de contrôler le rythme cardiaque des bébés, de les aider à mieux respirer, les nourrir, soigner la jaunisse, faire leurs toilettes et apporter des soins spécifiques. Nous avons deux types de nouveau-nés. Le premier type de nouveau-né, c'est de mères pathologiques ou qui présentent des complications. Soit la mère est malade et qu'on devrait suivre le bébé pour ne pas avoir de retentissement sur le bébé, pour découvrir à tôt. Par exemple, si une mère diabétique, il y a un risque que le nouveau-né soit hypoglycémique, qu'il a manque de sucre, et donc on doit surveiller le plus rapidement possible. Ça, c'est un exemple. Ou un autre cas, si la mère est infectée, elle a une infection qui peut transmettre à l'enfant, ça aussi, on devrait reprendre et revisiter le nouveau-né pour voir s'il n'y a pas de complications. Le deuxième type de nouveau-né, c'est que lui-même, le nouveau-né est atteint. Maintenant, l'autre bébé qui est normal, qui n'a aucun problème, qui vient d'un accouchement normal, soit césarienne ou accouchement normal, mais qui ne présente aucune chose, aucun signe d'alarme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'examine à la salle d'accueil. Cette salle d'accueil est destinée aussi en même temps à faire la vaccination le premier jour, c'est-à-dire contre l'hépatite, le BCG et le polio oral. Donc, ces trois types que le nouveau-né doit prendre s'il répond à les conditions de la vaccination, parce que certains bébés ne répondent pas aux conditions de la vaccination. Pour les mères qui souffrent des complications, une équipe de professionnels travaille au service des réanimations maternelles, un service dont les moyens ont également été renforcés. Depuis 2012, le ministère de la Santé a réalisé des extensions au niveau de la maternité avec un pavillon qui accueille entre autres le service d'hospitalisation gynéco-obstétrique pour toutes les catégories. Tous ces investissements ont pour finalité de moderniser l'institution afin d'optimiser les prestations des soins selon la directrice générale de Dar el-Hanan. Le ministère de la Santé a vraiment renforcé les moyens matériels dans plusieurs services au niveau de Dar el-Hanan qui sont très importants, tels que les services du bloc opératoire, bloc d'accouchement et même au niveau des services de réanimation et néonatologie, ainsi que les laboratoires. Donc tous ces matériels vraiment sont des matériels qui ont coûté trop cher au niveau pour le ministère de la Santé, et pour tout ça, ils ont fait ce renforcement pour que la qualité des soins vraiment très importante. C'est pour améliorer vraiment les soins néonataux et maternels. Dans cet hôpital, vraiment, il y a un service social qui est très important et vraiment qui appuie les personnes vraiment qui sont démunies, les patients qui viennent vraiment qui n'ont rien du tout. Ces services s'en occupent et c'est l'hôpital vraiment qui prend en charge, qui appuie en tant qu'alimentaire, en tant que médicaments, et même s'ils ont vraiment besoin d'autres choses telles que la radio ou l'IRM, au niveau d'autres hôpitaux, c'est l'hôpital qui prend en charge. La couverture en soins de qualité pour les mères et leurs bébés ont été ainsi élargis. Les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les soins obstétricaux et néonataux ont fortement contribué à la réduction du taux de mortalité et morbidité maternelle et néonatale en République de Djibouti. L'Afrique devrait se remettre partiellement l'année prochaine du marasme économique provoqué par la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué la Banque africaine de développement. L'institution a ajouté que le continent pourrait encore perdre près d'un quart de trillion de dollars en termes de revenus économiques en 2020 et 2021. Si la pandémie se poursuit au cours du second semestre de cette année, la Banque africaine de développement prévoit une contraction de 3,4% du produit intérieur brut en 2020. En comparaison, la Banque d'Abidjan prévoyait une croissance de 3,9% avant la pandémie, mais la reprise prévue en 2021 ne compenserait pas la perte cumulée du PIB africain, estimé à 170 à 230 milliards de dollars dû à la pandémie. Le rebond est menacé par de nombreux risques, notamment le fait que les exportateurs de pétrole tels que l'Algérie, l'Angola, la Libye et le Nigeria connaissent les plus fortes baisses de production économique du continent. Les Pays-Bas ont décidé de traduire la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le rôle présumé de Moscou est mis en cause dans la destruction de l'avion du vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en 2014 qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur. Le gouvernement compte ainsi soutenir un recours déjà introduit devant la juridiction
par des proches de victimes néerlandaises. Le crash avait, on le rappelle, fait 298 morts, dont 196 néerlandais. Il y a 2 ans, l'enquête internationale menée sous l'égide des Pays-Bas a établi que l'avion avait été abattu par un missile en provenance de la 53e brigade antiaérienne russe basée à Koursk. Moscou a toujours nié son implication dans ce drame. Le réchauffement climatique en marche est peut-être plus vite que prévu. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la température moyenne mondiale de chacune des 5 prochaines années devrait être supérieure d'au moins 1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Il y a même une chance sur 5 que la température moyenne soit plus de 1,5 degré Celsius supérieure par rapport aux valeurs pendant au moins une de ces années. Pratiquement aucune région n'est épargnée, à l'exception de certaines zones océaniques australes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal.